Chablais. Le club. On pensait tenir l'auteur qui amenait chez nous le style particulier du roman policier scandinave, le dragon du Muvran et qui a tué Heidi mettait dans nos montagnes et nos plaines du Chablais l'ambiance lourde et sauvage du polar nordique sans que nous ayons à mâcher des patronymes et des lieux dont les noms ressemblent à des bibliothèques Ikea. C'était le bon temps parce que dans son nouveau roman, Mark Woltenhauer nous emmène en Suède sur l'île de Gotland, terre d'origine de son personnage, l'inspecteur Andreas Hauer. Bonsoir Mark Woltenhauer. Bonsoir Florian. Merci d'être avec nous. Vous nous avez amené le crime dans le Chablais avec vos deux romans, je l'ai dit. Et puis là, besoin de prendre le large un peu. Alors c'était j'allais dire un peu un vieux rêve après avoir commencé à écrire le premier livre, d'emmener à un moment donné mon inspecteur en Suède, sur cette île de Gotland. Vous l'avez dit tout à l'heure, je suis à moitié suédois, et puis il se trouve que nous avons une maison familiale sur cette île que mes grands-parents avaient achetée dans les années 60. J'y ai du coup passé nombre de vacances d'été. C'est un endroit que j'aime beaucoup, tout comme Grillon. Et c'est vrai que c'est deux endroits qui me tiennent à cœur et qui m'inspirent aussi. Et d'ailleurs, Gotland est aussi une île assez propice au polar. Il y a d'autres auteurs suédoises qui écrivent des intrigues sur l'île de Gotland, et j'avais cette envie. Et pour ce troisième livre, c'était le moment de faire voyager un peu cet inspecteur. Bon, l'île dans le polar, c'est un petit peu comme l'hôtel isolé dans la montagne. C'est propice au polar. Une île, peu de façons d'en sortir, une sorte de huis clos. Oui, tout à fait. Je pense que c'est même un peu le même principe que le village de Grillon, si on veut. Il y a que deux routes. C'est pas une île, mais il y a quelques routes. C'est un petit village avec 1000 habitants où beaucoup de choses se passent à huis clos. Tout le monde se connaît. Tout le monde s'observe. Il y a des histoires, des légendes, etc. Et finalement, à Gotland, il y a un tout petit peu ce même principe, ce même environnement. Sauf que là-bas, il n'y a pas de montagne. Ah non, c'est tout plat. C'est tout plat. Moi, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu dans ce troisième volume. J'ai vraiment lu avec Wikipédia dans une poche et Google Maps dans l'autre. Je suis allé regarder la forme des îles, comment était, quand vous dites le charmant village de pêcheurs. Je suis allé, j'ai vu plus quelques baraques qu'un vrai village. C'est vraiment la brousse, on va dire. Cette île, à part la petite ville qui sert de capitale. C'est des tout petits endroits, des tout petits villages. Alors oui, c'est plutôt une île d'agriculteurs. Maintenant, c'est pas non plus complètement isolé. C'est par contre un lieu de tourisme en été. Absolument. La jet set suédoise vient avec les yachts à Gotland. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une autre similitude finalement avec Grillon, si on veut, où hors période touristique, il y a peut-être 1000 habitants et tout d'un coup, on se retrouve à 6-7 000 personnes qui vivent à Grillon pendant les périodes de ski notamment. Et à Gotland, il y a 50 000 habitants, dont 25 000 qui sont dans la ville de Visby, qui est une ancienne ville hanséatique, entourée encore de murailles, qui est inscrite à l'UNESCO. Et en été, on arrive à entre 200 et 250 000 personnes qui séjournent sur cette île. Sur l'île, donc beaucoup d'hôtels. Pendant une période très courte. L'été, là-bas, la saison touristique dure 6 semaines. Il fait jour longtemps, mais l'été dure pas longtemps, par contre. Exactement. Ouais. Bon, alors vous jouez avec vos deux racines, avec la Suisse et la Suède. D'abord, vous faites que votre inspecteur il emmène son Saint-Bernard avec lui. C'est pratique de voyager avec un Saint-Bernard, on l'imagine bien. D'ailleurs, il va souvent dans des hôtels pour mener son périple qui se transforme en une enquête. On va en parler. J'imagine la tête des hôteliers en voyant débarquer le Saint-Bernard. C'est quand même pas banal. Non, alors c'est pas banal. Après, il y a une histoire pour enfants. Dans lequel un des personnages principaux est un Saint-Bernard, donc c'est un chien qui est bien connu en Suède. Ah oui, d'accord. On n'a pas besoin d'expliquer le Saint-Bernard aux Suédois. Non, pas du tout. D'accord, bon, c'est encore une partie de notre culture qui voyage, c'est très bien. Mais alors vous faites plus que ça, vous mettez un boguet en Suède. Donc ça, on comprend quand vous écrivez à Grillon, vous utilisez le mot boguet qui est quand même particulièrement suisse. Un jeune Suédois peut pas avoir un boguet, il a un vélomoteur. Oui, alors ça c'était. Non, mais je vous embête, j'en ai trouvé d'autres. Il y a attendez, je retrouve le beau de cul à la page 30. Le beau de cul, ça aussi c'est super suisse. Et puis un fromager quand même de l'île de Gotland qui sait que le gruyère qu'il est en train de vendre vient du Molaison. Absolument. Alors, mais ça c'est véridique. Ça c'est véridique. Il y a un petit magasin de fromage à Visby. Ils vendent du fromage à raclette, ils vendent du vacherin, du gruyère. Voilà. Et il peut dire quel alpage a produit le machin. Pas mal. Bon, ils sont précis, les Suédois. L'île de Gotland, donc l'idéal pour une affaire criminelle. C'est un roman
C'est un roman de recherche des origines. Faut dire, l'inspecteur Auer, il va pas juste faire une enquête dans son deuxième pays, dans son île. Il va retrouver ses racines. Et puis il y a quand même quelque chose. Alors c'est là votre talent d'œuvre, on va dire d'auteur d'une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un suivi entre les trois romans. À la fin d'Heidi, on comprend d'abord qu'il y a un drame particulier, c'est la blessure très grave et l'immobilisation de son compagnon pendant plusieurs mois. On le retrouve au début de ce roman. Et puis le drame crée finalement que sa sœur lui dit quelque chose sur ses origines. Il y a une sorte on touche le fond et puis on essaye de rebondir. Oui, il y a effectivement sa sœur qui lui fait une révélation. Et du coup, il va apprendre que le passé qu'il pensait être le sien n'est pas du tout le bon, mais que la vérité se trouve quelque part sur cette île de Gotland. Et c'est pour ça qu'il va s'y rendre pour commencer à creuser dans ce passé, essayer de retrouver les traces de son existence et puis finalement tenter de découvrir qui il est et d'où il vient. Une affaire d'adoption, ça on peut le dévoiler. C'est embêtant les romans policiers, je vous le dis, Marc Woltenhauer. Alors déjà, moi je m'empêche de lire la fin pour être sûr de pas dévoiler le fin mot de l'affaire, mais ensuite c'est difficile. On va essayer de naviguer comme ça dans les méandres du suspense pour pas en dévoiler trop, mais il y a une affaire d'adoption. Il pourrait se dire, je vais aller retrouver ma famille, et puis ce qu'il retrouve, c'est un drame sordide en fait. Oui, tout à fait. Tout d'un coup, il va être plongé dans une enquête parce qu'il se rend compte que une partie de son passé est liée à un cold case qui n'a jamais été résolu, et finalement assez vite, en commençant à fouiller dans ce passé, en commençant à interroger des gens qui pourraient éventuellement savoir quelque chose, ça réveille cette histoire, et il va y avoir un mort qui va aussi du coup impliquer la police suédoise. C'est une vieille histoire qui intéresse plus personne, sinon les spécialistes des cold cases justement, mais il y a de nouveau un meurtre, et donc la police d'aujourd'hui doit entrer en scène, et il sera mêlé à cette enquête policière. Vous êtes allé longtemps là-bas pour vous remettre. Bon, vous dites que vous êtes allé tout au long de votre vie, maison de vacances, mais pour vous remettre dans l'ambiance, pour faire des recherches. Alors oui, après avoir peaufiné le scénario en Suisse, je suis parti quelques mois avec mon compagnon sur l'île de Gotland pour réellement écrire sur place, pour voir les lieux, pour visiter cette île de fond en comble. Et c'était aussi pour moi presque un voyage un peu initiatique, parce que finalement écrire un livre qui se passe à Gotland, c'était faire des recherches et découvrir cette île différemment. Et notamment, j'ai découvert, appris beaucoup de choses sur un des aspects qu'on va retrouver dans le livre, c'est les liens de cette île avec la Deuxième Guerre mondiale. Un autre aspect, c'est toute son histoire, le passé viking. Et pour moi, ça a été très très intéressant aussi de revoir cette île, de découvrir cette île avec un autre regard, et puis en essayant d'approfondir toutes ces connaissances. Oui, c'est intéressant. Je faisais la blague en introduction sur les noms suédois. C'est vrai qu'ils sont parfois un peu pénibles à suivre dans les romans, dans les policiers suédois. C'est moins compliqué que les Islandais quand même. Oui, mais alors là, vous panachez avec un petit peu d'estonien aussi, pour faire joli, sans compter les textes en vieux norrois, évidemment, qui nous font très plaisir, et les quelques runes qu'il faut savoir déchiffrer, mais vous le faites pour nous, évidemment. On sent que vous vous adressez à nous, à des lecteurs francophones, donc vous allez chercher un petit peu de cette histoire viking et nous l'expliquer. Oui, alors pour moi c'était aussi assez étrange quand j'ai commencé à écrire, en me disant je suis en train d'écrire sur un lieu pour des lecteurs a priori d'abord francophones. Et comment je vais m'y prendre je peux comparer avec les autres auteurs que j'ai lus qui situent leurs intrigues sur l'île de Gotland. Ils ont beaucoup moins besoin peut-être de présenter l'île, de décrire, d'expliquer, ou de décrire, parce que c'est quelque chose de connu pour les Suédois. Et notamment, je me suis trouvé d'abord face à un premier questionnement, c'était dans le texte, est-ce que je vais utiliser le vouvoiement ou le tutoiement? Parce qu'en Suède, il n'y a que le tutoiement qui existe. Vous l'expliquez assez vite d'ailleurs. Oui, alors j'ai mis une note effectivement au départ. La seule personne en Suède qu'on vouvoie encore, c'est le roi et la reine. Et du coup, j'ai choisi l'option de dire je vais utiliser le tutoiement entre tous mes personnages. Et ce qui était assez marrant, c'est que quand j'écrivais, je me rendais compte en me relisant après que tout d'un coup, je glissais naturellement vers le vouvoiement, et puis j'ai dû recorriger tout ça après. Ouais, il y a des, bah oui, forcément, quand on écrit en français, on a ces travers-là. Vous êtes aussi à l'aise en suédois que l'est Andreas Auer?
Alors le suédois est ma langue maternelle, Ouais. donc j'ai appris à parler suédois avant Avant le français. Avant le D'accord. français. Donc parfaite maîtrise évidemment. On voit que lui aussi, hein, il est capable de lire, d'interpréter, de parler, de comprendre tout ce qui se passe dans son univers. Là, il n'y a pas de décalage entre le flic suisse qui part en Suède et la réalité suédoise. Non, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'était un petit élément que j'avais intégré dans le Dragon du Muvran quand j'ai créé le personnage d'Andreas Sauer. Assez vite, je me suis dit, moi qui aime bien aussi les livres, les séries, on retrouve les personnages principaux. Je me suis dit, je vais lui donner aussi une part d'identité suédoise, ce qui me permettrait peut-être un jour l'envoyer là-bas. Bon, il y a l'idée, en tout cas, il y a l'idée d'une œuvre, hein, c'est clair, je le disais, les livres se suivent, il y a des liens à faire, peut-être moins avec le premier, mais avec le deuxième, c'est très net. Vous avez commencé une saga, puisqu'on est dans le Nord? Alors, je me suis pas donné de limite, ni dans le temps, ni dans le nombre de livres. Je pense que le moteur principal c'est l'envie, le plaisir, et l'inspiration. L'inspiration aussi, et la volonté de continuer avec les mêmes personnages. Pour l'instant, j'en suis à 3. Si on regarde certains auteurs de polar prolifiques dans les oui, on est assez loin de Simon, on est d'accord. Hein. J'ai encore un petit peu de marge. Un petit peu de marge pour atteindre Simenon. Bon, alors l'action, bon, on va parler de façon maintenant, hein, parce qu'on peut pas trop aller dans l'histoire et on va surtout pas brouiller le futur plaisir de vos lectrices et de vos lecteurs. La façon, hein, vous mêlez, ça c'est très un certain style de polar. Vous mêlez des intrigues différentes qui se réunissent à un moment donné. Comment vous bossez? Vous faites un plan d'abord, vous y allez comme ça en avançant, ou tout est clair dans votre tête avant d'écrire la première ligne? Maintenant, plus j'avance avec le nombre de livres, il y a peut-être une certaine expérience en effet qui vient. Là, j'ai pris beaucoup plus de temps pour travailler sur le scénario que sur les 2 premiers avant de commencer à écrire. Ça correspondait d'ailleurs aussi à une phase où, quand j'ai commencé à mettre par écrit ce scénario, c'était au moment où Qui a tué Heidi sortait. Donc j'étais déjà très pris par la promotion et je me suis donné le temps vraiment de travailler ce scénario de manière plus précise, plus approfondie possible. Ensuite, j'ai commencé à écrire en début d'année dernière, et puis sachant que quand j'arrivais sur l'île de Gotland, j'allais reprendre toutes ces recherches et puis retravailler encore ce scénario pour le développer. Mais de toute façon, et ça j'ai fait l'expérience à chaque fois avec les 3 livres, c'est que autant je peux préparer à fond le scénario et le millimétrer sur pas mal de choses, au moment d'écrire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça a été le cas là aussi, parce que au fur et à mesure que j'étais sur l'île de Gotland, j'ai découvert des choses qui sont venues s'intégrer à l'histoire, des personnages qui se sont développés, des idées qui surgissent. Ouais. Et en fait, c'est vraiment cette idée que c'est au moment d'écrire souvent qu'il y a l'histoire se crée, se construit, et puis elle va différer un peu du scénario de base. Les histoires, hein, parce que je l'ai dit, il y a un petit peu l'Estonie, la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec l'île de Gotland, hein, pour nos auditeurs qui n'auraient pas une carte du monde dans la tête, c'est dans la Baltique, entre la Suède et l'Estonie, enfin les pays baltes, quoi. Tout à fait. Et donc il y a eu une fuite des Estoniens vers cette île lorsque l'armée rouge envahissait le pays à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ce lien-là. Ensuite, il y a à la fin des années 70, début des années 80, toute une histoire sur l'île de Gotland avec un retour aux sources, avec un retour au paganisme. Ça, c'est quelque chose d'historique. Le fait que dans ces années-là, on a des gens qui se sont dit, on va essayer de faire revivre un petit peu notre passé viking. Alors, oui. Je vais peut-être d'abord juste répondre sur la première partie sur la guerre mondiale. Ouais. Ça fait partie de ces éléments que j'ai découverts sur l'île de Gotland. Je savais qu'il y avait un passé important en lien avec la Deuxième Guerre, mais j'avais pas approfondi ce sujet. Et puis ça démarrait en fait avec un souvenir que j'avais depuis très longtemps en arrière, parce qu'il y a un certain nombre
de barques qui traînent le long de la côte. Les bateaux ont une âme. Ça, ce sont vos mots. Hein. Les bateaux ont une âme, on n'a pas le droit de les détruire, donc on les laisse sur la plage. Exactement. Ce sont ces bateaux. Ce sont ces bateaux. C'est des barques en bois. Et une fois, j'ai demandé à un ami qui était paysan à Gotland, j'ai dit mais c'est quoi ces barques qui traînent là? Et il m'a dit c'est des réfugiés qui ont quitté l'Estonie, la Lettonie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch. L'aigle de sang, c'est le titre de ce nouveau roman de Mark Woltenhauer. Il se passe en Suède, sur l'île de Gotland. Il se passe aussi un petit peu dans notre Chablais, à Grillon, hein, où l'inspecteur Andreas Auer a son logement, sa famille, sa vie. Mark Woltenhauer, on parlait de ce passé viking. Alors, je vous posais la question tout à l'heure. On a eu résurgence des Celtes en Bretagne, des cérémonies autour des menhirs. Ça s'est passé aussi dans les pays scandinaves, cette espèce de retour à l'histoire et de volonté d'aller rechercher c'est peut-être un petit peu un New Age comme ça, un New Age suédois. Oui, alors il y a eu tout un mouvement qui a d'ailleurs commencé, je pense, dans les années 70, 80. Il y a un certain nombre de groupements qu'on appelle en fait reconstructionnistes, c'est-à-dire qu'ils essayent de revivre la foi païenne, mais dans la société actuelle. En reproduisant en fait les cérémonies païennes, en célébrant les dieux païens, etc. Donc il y a tout un mouvement aussi. Mais en restant dans le cadre de la loi actuelle, hein, c'est ces mouvements-là qui sont restés. Mais vous dites aussi, d'ailleurs, on sent que tout de suite vous avez, je sais pas si c'est une tentation d'auteur d'ailleurs, parce que bon, on va le dire, il y a un groupe qui essaye qui réussit même trop bien à faire revivre certaines coutumes païennes, ou ce qu'il croit être certaines coutumes païennes en tout cas. Et puis vous dites tout de suite, il y avait plein de groupes qui flirtaient vers l'extrême droite. C'était pas notre cas, hein, c'était pas le cas de ceux-là. Ça a été une tentation, le groupe un peu facho qui veut revenir à Wagner et aux mythes anciens. Ah, alors oui, c'est clair qu'il y a ce genre de groupuscules qui vont utiliser la foi païenne pour et l'imagerie qui va avec pour un dessin qui est pas forcément celui pour lequel il était destiné à l'époque. D'ailleurs, ça m'a fait même aussi penser à mon premier livre, Le Dragon du Muvran, où on a ce tueur qui utilise des versets bibliques pour se justifier par rapport à ses actes qu'il commet. Il y a un peu forcément souvent cette tentation, je pense, de l'extrémisme vous êtes un mystique, de s'appuyer sur ce genre de choses. Vous êtes un peu mystique parce que maintenant que vous le dites, c'est vrai que il y a un petit peu cette tentation comme ça d'aller justifier des actes par ce qui nous dépasse. Alors en fait, mystique. Bon, moi j'ai étudié la théologie, je voulais devenir pasteur. Je m'en souvenais pas. Donc forcément il y a. Je me suis dit c'est bon, je le connais, j'en lis pas la bio. Il y a une base. Mais pour moi c'est toujours un questionnement assez important quand on voit au fil des siècles ce qu'on peut faire de la religion, parce que c'est pas la religion elle-même qui génère ce genre d'extrémisme, mais c'est je dirais la mauvaise utilisation. Et moi-même j'avais écrit un mémoire où j'avais travaillé sur les textes bibliques avec cette interrogation et cette réflexion sur le fait qu'il faut savoir prendre la distance avec ces textes-là et les resituer dans leur vrai contexte. Parce que quand on prend simplement des versets ou des bouts qui nous arrangent, on peut finalement faire dire ce qu'on veut. Oui, ça c'est la leçon de tous les extrémismes évidemment. Voilà. Hein, mais bon, il y a une autre lutte qui est la vôtre. Enfin, moi je l'ai senti en tout cas. C'est d'essayer de rendre à Ragnar ce qui appartient à Ragnar. J'essaye d'adapter, mais voilà, il y a toute cette mythologie autour des Vikings, de leur sauvagerie, de leur barbarie, qui est une mythologie qui a été créée par les chrétiens qui en étaient victimes et les moines. Hein. Or vous mettez des actes barbares sous ce signe des Vikings, mais en même temps vous essayez de dire toutes ces contradictions de la recherche historique. Hein. Les Vikings étaient des marchands, étaient des marins principalement avant d'être des barbares. Oui, tout à fait. Et ça j'ai trouvé intéressant dans toutes les recherches que j'ai faites.
de voir que bien sûr les Vikings ont fait des croisades, ont pillé, etc. Mais souvent il y a énormément de légendes ou de choses qu'on raconte sur ce que les Vikings auraient fait. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Là, pour le coup, c'est les vaincus qui l'écrivaient, puisque c'est eux qui écrivaient notre langue, enfin nos langues, quoi, de l'époque. Et eux, ils ont raconté évidemment les pires horreurs qui n'étaient pas forcément la vérité historique. Exactement. Et ça remonte, je dirais, au XIe siècle, où le roi Olaf de Norvège a commencé à christianiser le Nord, la Suède. Il est venu à Gotland. Et à ce moment-là, on a vraiment voulu diaboliser le paganisme. Et il y a eu même une loi qui a été écrite à ce moment-là en vieux gotlandais. Donc j'ai fait une citation dans le livre où en fait il réfutait toutes les célébrations païennes, les dieux païens, les sacrifices, etc. Et puis on a vraiment construit ces histoires pour diaboliser le paganisme et pour que les gens en fait deviennent chrétiens. Fallait payer 3 pièces d'or, j'ai lu. Je vous ai bien lu. Payer 3 pièces d'or quand on évoquait un dieu païen ou qu'on s'adonnait à une pratique. Cette envie, on sent que évidemment le pays vous touche, comme Grillon vous touchait. On sent que vous avez besoin, en tout cas c'est le reflet de votre œuvre aujourd'hui, d'un terroir que vous connaissez. Vous imaginez emmener votre inspecteur dans un pays que vous découvrirez comme ça Il faudrait que je lui pose la question. Je sais pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Il y a un petit indice, je crois, dans la dernière phrase du livre. Je suis pas arrivé au bout, moi. Sur le lieu où pourrait se passer la prochaine enquête. Je suis pas arrivé au bout parce que j'y suis pas encore. C'est pas parce que j'ai pas réussi à le finir. Non, je sais que il me réservera encore quelques minutes et quelques heures de plaisir. La marque du polar, là on sent. Alors c'est peut-être un peu hardi de ma part de dire que vous avez pris du métier, mais vraiment il y a dans la construction du livre le fait de jongler entre plusieurs époques, entre plusieurs lieux, et de mener comme ça la construction de ces différents moments à un point final. Ça on sent que c'est très travaillé. Merci. Oui, c'était pas une question en effet. Vous l'avez dit. Alors oui, je pense que avec le temps, j'acquiers un peu d'expérience, et c'est aussi une envie de m'améliorer, que ce soit dans l'écriture elle-même, dans le style, dans le rythme du livre, de prendre le temps aussi de bien travailler les enquêtes. Là, en l'occurrence, j'ai eu particulièrement du temps puisque j'ai pris une période sabbatique pour pouvoir écrire le livre sur place à Gotland. Donc c'est vrai que j'ai peut-être pu aussi d'autant plus m'immerger dans la construction de cette histoire et dans l'écriture. Parce que je l'ai pas dit, mais chapitre très court. Alors c'était déjà le cas dans les 2 précédents. C'est c'est le rythme en fait du livre qui va par ces chapitres-là. Tout est très haché, mais assez aisé à suivre. On peut facilement se perdre. Vous avez peur de vous perdre parfois en écrivant ça quand on passe d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre, comme ça dans des moments très courts? Alors ça c'est un des points fondamentaux, je dirais, aussi de la relecture, et aussi surtout des gens qui me relisent dans cette phase-là. Marc, je suis à la page 127, j'en peux plus, je suis perdu. Il faut faire quelque chose. Voilà, mais pour moi c'est important parce que moi je suis dans mon histoire, donc j'ai tout en tête, et puis des fois il y a besoin d'un regard neuf de gens qui m'entourent, et là aussi avec le temps j'ai appris une leçon qui est extrêmement importante, c'est celle de vraiment accepter la critique et puis même de la demander. Des fois des amis qui m'entourent, qui me relisent, peut-être disent mais j'ose pas être trop critique, mais je dis mais soyez impitoyable parce que c'est vraiment important. Et c'est à ce moment-là que on peut encore découvrir des choses qui ne fonctionnent pas dans le récit que moi je vois plus parce que je suis en plein dedans et il me manque des fois à ce moment-là le recul. Et c'est grâce aussi à ces amis qui me relisent et qui m'aident, et surtout mon compagnon aussi qui me relie énormément, qui me permet d'avancer et justement d'éviter des anachronismes ou d'éviter des erreurs dans le scénario, ou le fait que je dise quelque chose trop vite à un moment donné qui permette qu'on... Ouais, justement là-dessus, vous avez fait un choix aussi qui est un choix d'écriture qu'on comprend très bien, c'est vous donner un avantage au lecteur. Le lecteur sait plus de trucs que la police. Oui, c'était le cas d'ailleurs aussi dans les 2 précédents. Ouais.
Et ça, c'est aussi une réflexion. Ça fait partie de la façon dont vous construisez le truc. Alors je crois que ça, pour le moment, ça fait partie de la manière dont j'écris. Avec le Dragon du Muvron, il y a beaucoup de choses qui sont venues en fait de manière intuitive et naturelle, parce que c'était mon premier livre. Je me suis lancé un peu tête baissée dans cette aventure. Et puis c'est quelque chose qui est resté de cette manière-là. Peut-être un moyen d'inclure le lecteur et puis de lui donner un rôle aussi d'enquêteur qui a quelques éléments en sa possession de plus que l'équipe de police qui enquête. Bon, puis ça, je crois que je vous l'avais déjà posé comme question la dernière fois qu'on s'est parlé pour Qui a tué Heidi, mais la série télé, c'est pour quand? On a l'impression que c'est écrit pour le cinéma, cette affaire. Bonne question. C'est vrai que la manière dont j'écris, je pense qu'elle est très visuelle, parce que je suis visuel quand je suis devant mon ordinateur et que j'écris. J'essaie de m'imprégner des lieux, j'essaie de me transporter dans les lieux. Parfois même, je vais écrire sur les lieux. Donc ça m'arrive d'aller me poser dans une église, s'il y a une scène dans une église, ou d'aller même au bord de la mer, parce que alors je vais pas y passer des heures, mais des fois simplement faut pas pousser l'expérience trop loin, hein. N'essayez pas de vous écorcher, de vous faire du mal pour savoir ce que ressent la victime, hein, je vous le dis. C'est gentil, j'y penserai. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Marc Woltenauer. On arrive à la fin, il y aura des séances de dédicaces. D'abord ce soir, hein, au Crime Parfait à B, on attend beaucoup de monde, hein. Il y aura une présentation, une petite conférence avec vous. Vous allez être interviewé une deuxième fois, donc ça sera tout à l'heure à 18h ici à B. Et puis dimanche à Grillon, à la boulangerie. Vous êtes très fidèle à cette boulangerie, hein. Vous la citez quelques fois dans ce nouveau. Vous la mettez pas au Gotland, mais bien à Grillon. Oui, absolument. Toujours vos fidèles lecteurs et vos fidèles constructeurs de croissants, j'imagine. Absolument. Et puis il y aura le 27, donc le 27 mars, à l'Ombre des Jeunes Filles en Fleurs, à Montaix, aussi une séance de dédicace. Merci. Belle vie à ce roman, L'Aigle de sang, paru aux éditions Slatkin, Marc Woltenauer. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures, on l'espère. Merci beaucoup. Bonne soirée.